Hey! Alors bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog livresque. Encore une fois en mode soirée parce que j'ai comme pris un peu la tradition de finalement commencer les nouveaux vlogs en soirée. Je vous souhaite la bienvenue et je vais me lancer dans cette fameuse semaine de lecture toute neuve. Je sors tout juste d'une lecture vraiment marquante, donc j'ai un peu de misère à passer à autre chose, mais j'ai pris la décision de me lancer tout de suite dans une lecture. En fait, les deux lectures que j'ai présentées dans le dernier vlog comme étant des lectures potentielles et que finalement j'ai pas lues. Donc, cette semaine, j'aimerais beaucoup lire le roman qui est à lire dans le club lecture d'Alex Buchanan-Prada, donc Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Donc, c'est chez Piquier et je vais vous lire la quatrième. Une jeune femme de 25 ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinko cueille des grenades juchées sur un arbre, visite un champ de navets enfoui sous la neige et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. Donc, vraiment, c'est littérature japonaise. Vous saviez un peu mes réserves par rapport à la littérature japonaise. Ça me semble être un roman feel good. Euh, mais j'ai vraiment envie, encore une fois, tenter le coup. J'ai même commencé, en fait, en lecture audio. Finalement, j'ai pris de la décision. Je l'ai acheté en papier, puis je trouvais que c'est une lecture que je pouvais lire d'un coup parce que c'est vraiment court. C'est super aéré, puis je pensais que comme 256 pages, puis c'est pas très... c'est pas très dense, là. Donc, je ne sais pas si j'ai de la misère à faire votre focus aujourd'hui. Oui, voilà. Comme là, j'avais encore un peu de déplacement à faire, j'ai pris la décision de me procurer aussi la version audio. Malheureusement, c'est pas disponible pour moi en bibli. Donc, mais c'est pas grave, je pense que ça vaut quand même le coup. Donc, voilà, j'écoute celui-là en audio. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans le sens où je me laisse porter par le style auquel je m'attendais, en fait. Donc, ça va, je suis pas en résistance. C'est vraiment pas des livres vers lesquels je me tournerais d'emblée. Mais jusqu'à maintenant, ça me plaît. J'aime bien le côté un peu saugrenu, justement, de l'héroïne qui est en grosse peine d'amour, mais qui perd littéralement la voix et qui va devoir, justement, reprendre les rênes de sa propre vie finalement en démarrant un petit restaurant dans son village natal et qui étrangement est un endroit où justement elle n'a pas une super relation avec sa mère, mais je trouve ça vraiment cool. C'est assez original jusqu'à maintenant. On sort un petit peu, je trouve, en tout cas des sentiers battus que moi j'avais vu plus voir dans les quelques romans de littérature japonaise que j'avais lus. Donc pour le moment, ça me plaît bien. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je suis rendue à la page, j'ai pas mis de signet, mais je suis rendue à la page 77. Ouais, fait que dans le fond, j'ai lu ça ici. Puis il me reste cette partie-là à lire. Sinon, l'autre lecture que j'aimerais beaucoup faire cette semaine, j'espère que je vais le faire, parce qu'en plus, c'est une autrice que j'adore, c'est juste que ça n'a pas donné. Donc, c'est le fameux, encore une fois, Frappe à bord de Mireille Gagné. Et je vais vous relire la quatrième de couverture, même si je l'avais eu dans le dernier vlog, parce qu'on repart en neuf, comme on dit. Province du Québec, 1942. Sur Grosse-Île, dans le fleuve Saint-Laurent qu'arpentent les sous-marins allemands, les gouvernements américains, britanniques et canadiens mettent en place un projet top secret. Des dizaines de scientifiques y sont réunis dans la plus grande discrétion afin de mettre au point une arme bactériologique nouvelle. Des décennies plus tard, à l'occasion d'un épisode de canicule d'une ampleur inédite, des excès de rage bousculent la petite ville de Montmagny et ses alentours. Elle semble se propager comme une épidémie à mesure que les frappes à bord se multiplient. Voilà, c'est Mireille Gagné. Et je trouve ça super intéressant. Comme je vous disais, je vous recommande chaudement son précédent livre qui était Le Lièvre d'Amérique. Donc, je vous recommande chaudement. Puis celui-là, j'avais vraiment envie de le lire. Donc, ça serait potentiellement... Mon objectif, ce serait vraiment ces deux lectures-là pour la semaine. Et puis, on verra pour la suite. Je pense que je vais lire celui-ci en audio, quitte à le finir en papier si jamais j'ai pas terminé, mais ça m'étonnerait, ça se lit vraiment vite. Puis ensuite, ne pas prendre d'autres audios pour ma fin de semaine de congé, dans le fond, et le lire celui-là en papier. Puis, s'il me reste encore du temps, de l'énergie, je vais si je recommence un autre audio. Pour le moment, j'ai seulement un roman graphique qui est là, qui est Rébis. Mais j'ai reçu 2 réservations à la bibliothèque que je vais aller chercher potentiellement demain, pas demain, samedi. Oh non, déception, je pensais qu'on était samedi demain. Donc, je vais aller chercher samedi et c'est des romans. Donc, je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans nécessairement. D'habitude, j'ai plus des romans graphiques, mais il y en a un qui c'est un roman jeunesse, ça m'intriguait quand même pas mal. Donc,
que je pourrais me le caser. Voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, ben, j'ai décidé qu'on commençait le tout dès maintenant. Alors, allez, on se lance ça. Parce que vraiment, dans les autres tomes, il a l'air. Pas qu'il a l'air méchant comme homme, mais il fait plus dur, tu vois. Et là, il a l'air tellement hallucinant. Franchement, hallucinant. Et c'est super agréable à lire. Bonsoir, c'est temps pour une petite ouverture de colis ensemble. Voilà, voilà, voilà. Alors, je me suis laissée un petit peu aller, mais non, en fait, j'ai des choses qui étaient déjà prévues. J'ai des livres que j'ai déjà lus. Je vous avais dit que je voulais avoir la série des Dale Detectives, donc les détectives du Yorkshire de Julia Chapman à la maison parce que j'allais potentiellement les relire. Donc, je les ai trouvés et je les ai enfin reçus. En fait, je les ai reçus super rapidement. Puis, c'est un emballage qui est pas top, top. Juste vous dire, c'est international, mais genre, il n'y a comme aucun rembourrage. C'est un petit peu jovialiste, mais on va voir. Alors, attention aux oreilles parce que je ne les ai pas préouverts. OK. Alors, on va voir dans quel état ils sont en plus puisque je les ai pris usagés. Ça me semble correct. Un peu plus usagé que qu'est-ce que je pensais, mais ça va le faire. Alors, ouais, quand même plus usagé que qu'est-ce que je pensais. Mais bon, c'est correct. Si c'est juste pour les relire, ça va aller. Alors, donc, on a ici, je sais pas si on en a par contre. Mais bref. Comme ça, les éditions jolies. Comme ça, c'est les éditions qui ressemblent à celles que j'ai déjà. Donc, comme c'est ici. Et Date with Betrayal. Ouais, elles sont vraiment usées. Hop. C'était un essai. J'ai souvent acheté en usagé à cette librairie-là, mais là, je pense qu'il disait que c'était un état very good, puis c'est pas très very good, ou en tout cas, on n'a pas les mêmes critères de very good, mais cela dit, ça va quand même le faire si jamais je veux les relire. Donc, voici pour ça. Ça, c'est vraiment pour la Bible, je les ai déjà lus, mais c'est pour une future lecture. Et sinon, j'ai reçu un petit colis de quelque chose que j'avais très hâte de recevoir. Donc, ici, on a, attention les oreilles, alors, j'ai décidé de commander quelque chose auquel on n'a pas encore accès au Québec, mais que j'avais vraiment envie d'avoir parce que c'était pour soutenir une créatrice de contenu que je suis. C'est correct, ceux-là. Que je suis, dans le fond, depuis un bon moment puis que j'aime beaucoup. Donc, c'est le fameux tout nouveau carnet lecture de, en fait, de Le Souffle des mots. Donc, Audrey Tribault. Et ben c'est ça, elle a décidé de faire un carnet lecture. Moi, j'admets que les carnets lecture, j'en ai souvent commencé, mais j'arrivais pas vraiment à les finir. Puis celui-là, il me tentait vraiment beaucoup. Donc, c'est édité c'est édité chez Maribou et c'est illustré par Eva Corbusier qui fait la plupart des choses, en fait, de la signature visuelle de ce conte-là. Puis, ben, dans le fond, il y a plein de choses. Ici, on a des trackers mensuels, on a des piles à lire à colorier. Puis, c'est un carnet de lecture pré-rempli dans le fond. Donc, il reste juste à ajouter le contenu. C'est sûr que moi, la quantité de livres que je lis par année, sans doute que j'aurais pas assez de pages, mais je le trouve quand même ça super intéressant. Puis j'avais vraiment envie en fait, de pouvoir l'encourager, de la soutenir en fait dans ces espèces de projets-là que je trouve super cool. Il y a même un endroit pour suivre les séries en cours. Ça, c'est très utile en ce qui me concerne, je crois. Et catégorie de lecture, nombre de pages lues, donc un tracker. Vraiment chouette.
Donc, bel objet, vraiment abordable en fait, parce que bon, ici, on dit que c'est 9,90 €. Je pense que aussi au Québec, peut-être ça va être comme une vingtaine de dollars, mais tu sais, c'est très cool, là, une petite couverture douce. Donc, voilà, c'est ce que j'attendais. J'ai pas été capable d'attendre que ça soit disponible ici, parce que je ne savais même pas si les droits allaient être achetés pour le Québec, donc exceptionnellement. Puis bon, en même temps, pour rentabiliser tout ça, j'ai décidé de me prendre des livres que je voulais avoir depuis un bon moment. En format poche qui n'était pas encore sorti ici. Fait que tant qu'à le faire, je l'ai rentabilisé, comme vous voyez. Donc, j'avais celui-là qui m'intriguait vraiment beaucoup, qui s'appelle La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo. De Benoît Gallo, ça, c'est dans le fond en édition poche, collection proche. Je pense qu'il est paru en première édition. C'était devait être chez... je vais vous le dire. En première édition, c'était chez Les Arènes. Parce que dans le fond, la collection proche, ça peut être l'Iconoclaste et Les Arènes, donc en première édition en grand format. Puis dans le fond, ils se sont rassemblés pour pouvoir offrir une collection de poches. Malheureusement, dans le transport, les livres ont été pliés, mais je sais pas trop, ça paraît pas trop. J'ai oublié la quatrième parce que c'est super intéressant, vous allez voir. Benoît Gallo est conservateur au Père-Lachaise, le cimetière le plus visité au monde. Dans ce récit, il nous raconte son quotidien, rythmé par des rencontres insolites et des histoires poignantes. Il dévoile les secrets de ce lieu mythique dans lequel les animaux vivent en pleine liberté. La vie au cimetière est plus joyeuse qu'on ne le croit. Elle est même pleine de surprises. Depuis 2018, Benoît Gallo vit avec sa famille dans le cimetière du Père-Lachaise. Sur son compte Instagram, il partage quotidiennement ses photographies de la faune qui s'épanouit au cœur de la capitale. On tentait super gros, vraiment comme une petite ovni sympathique à découvrir, voir le Père-Lachaise autrement. Encore une fois, les éditions proches, tout ce que je peux dire, c'est que c'est super abordable, mais en termes de confort de lecture, c'est peut-être pas ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de marge. J'avais acheté le dernier Titsou, le coq aussi en collection proche, puis c'est vraiment parce que je voulais les découvrir, mais évidemment, éventuellement, si je les trouve en usagé, potentiellement, je les achèterai en grand format. Mais ça, dans le fond, c'était pour découvrir parce que je ne savais pas si j'allais aimer ça, fait que je me suis dit qu'au pire, je pourrais le faire circuler après. Et celui-là, j'ai décidé de me le commander. J'ai bien réfléchi. Si vous vous souvenez bien, si vous m'avez suivi, dans le dernier bout d'année, j'ai emprunté ce livre-là en grand format à la bibliothèque. Parce que de mon côté ici, c'était trop cher pour l'achat. Mais c'est un livre que je sais que je vais mettre du temps à lire, dans le sens qu'une fois que je vais dedans, je pense que ça va aller. Mais pour moi, la formule bibliothèque, il y a des fois où ça fonctionne, il y a des fois où ça fonctionne moins. Quand c'est des livres que, sur le coup, j'ai l'impulsion de vouloir lire, puis après ça, je laisse traîner, puis à un moment donné, souvent, ça veut dire qu'il faudrait que je l'aie plutôt dans ma bibli. Là, par contre, je ne voulais pas avoir le grand format, mais il sortait en format poche. Alors, c'est Le cimetière de la mer de Aslak Nord. C'est en format poche chez 10-18. Et puis, je vais vous lire la quatrième de couverture, mais juste pour vous donner la petite invitation de promotion et salariale, c'est écrit que c'est entre la saga Millennium et la série Succession. Citation du média Le Point. Alors, c'est parti pour la quatrième de couverture. Pour information, c'est un auteur norvégien, Aslak Nord. Alors voilà, la famille Falk compte parmi les plus puissantes de Norvège. Le suicide de Vera Lind, la matriarche de la lignée, pourrait toutefois entraîner l'effondrement de leur empire. Elle laisse derrière elle de nombreux mystères. Sacha, sa petite fille, part à la recherche de son dernier manuscrit resté inédit, qui raconterait le naufrage d'un express côtier pendant la Seconde Guerre mondiale, englouti avec les secrets de la jeunesse de sa grand-mère. Désobéissant aux ordres de son père, Sacha s'allie à son cousin de Bergen et à l'impénétrable Johnny Berg, un ancien agent de service des renseignements norvégiens, pour découvrir cette vérité cachée au fond des eaux. Ça donne vraiment envie. C'est juste que, comme je vous dis, je veux être rendue au moment, je veux vraiment attendre le moment où ça me tente de lire, puis de lire tout d'un coup, puis pas nécessairement me sentir obligée de renouveler, puis de priver quelqu'un de la Bibli. Puis il y a un deuxième tome qui s'en vient en grand format. En grand format, c'est chez Le Bris du Monde. J'aime vraiment beaucoup ces éditions-là. C'est nouveau, je ne les connaissais pas, puis je trouve qu'à date, ça fonctionne super bien. Donc, le nouveau est déjà en librairie en Europe, mais au Québec, je vais vous dire si c'est en librairie ou quand ça va l'être, parce que de notre côté, ça ne va pas nécessairement être rendu là. C'est quand même un livre qui est assez conséquent en format poche, en nombre de pages. Il était déjà assez conséquent en grand format, évidemment, donc pas de miracle, Marie-Soleil. Mais en format poche, c'est 610 pages, donc quand même une bonne petite brique. Alors voilà, donc ça, c'était vraiment juste des achats réfléchis. Encore une fois, c'est ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de pas d'avoir des coups d'y aller sur un coup de tête. Celui-là, je voulais vraiment le découvrir.
Puis, je voulais l'avoir un peu dans la bibliothèque. C'est quelque chose que je pense que je vais peut-être grappiller. Puis, le Aslak Nord, c'est parce que je l'avais emprunté à la bibli, mais finalement, ça s'est pas nécessairement passé comme je pensais. Puis, ben ça, ben encore une fois, coucou pour le souffle des mots. Si ça vous dit, petit carnet, je vais aussi vous mettre, je vais regarder si j'ai justement la date de disponibilité au Québec, si tant est que ce soit disponible au Québec éventuellement. Mais voyez, ça c'est le fun. On peut colorier notre pile à lire. Je trouve ça chouette. Hein? Ça c'est presque pareil, regardez. Hein? Non, mais ça pourrait fonctionner. J'ai peut-être pas autant de plantes par contre, mais il y a un chat. Donc il y a Alaska qui est là, pour ceux qui connaissent ce conte-là. Donc le chat de Le souffle des mots. Alors voilà, c'était mon petit moment partage de nouvelles arrivées. Et puis ben je vous reprends quand je peux. Sur les réseaux sociaux, j'ai reçu Défi la nuit de Brigitte Kenneler, publié chez Rajo, avec ce trop joli jazzage et les 3 livres, une fois qu'ils sont mis à côté. Le jazzage, je crois, si je dis pas de bêtises, fait une sorte de continuité, une sorte de fresque. J'ai hésité à demander celui-là puisqu'on est sur une romantasy, mais a priori de ce que j'ai entendu, il y a de la romance, mais l'univers est quand même sympa à suivre. Hey, coucou! Alors, je prends un petit moment pour vous présenter les achats du jour qui étaient vraiment pas prévus. En fait, j'avais un déplacement à faire avec mon amoureux, puis je me suis dit que j'allais prendre une chance de passer à la fameuse petite librairie d'occasion, la librairie Renaissance, qui est une librairie qui fait aussi partie d'un organisme qui, dans le fond, emploie des gens qui sont en réinsertion sociale. Donc, à chaque fois que je vais là, je me sens toujours comme si j'étais semi-justifiée d'acheter des livres parce que je me dis que ça va quand même faire rouler justement cet organisme-là qui à la fois aide des gens en termes, parce qu'il propose des choses à prix réduit, mais aussi ça permet à des gens d'avoir des expériences de travail. Donc, voilà. Alors, j'ai été très enthousiaste aujourd'hui. J'avais envie, en fait, je me suis laissée porter. J'ai décidé de ne pas trop hésiter. Puis, ben, je vous présente ça assez rapidement. Tout d'abord, je décide de m'acheter pour la bibli, puisque je l'ai déjà lu, pour ma bibliothèque, La femme qui fuit. J'avais, si vous vous souvenez bien, La femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Celui-ci, c'est La femme qui fuit, donc c'est son premier qu'elle a fait, qui est une espèce de... C'est une espèce de récit biographique qui tourne autour de sa grand-mère qu'elle n'a presque jamais connue, en fait. Donc, qui est sa grand-mère, qui est Suzanne. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Suzanne. On n'a pas son nom de famille. Mais donc, c'est Suzanne qui a vécu à l'époque, dans le fond, de la fameuse gang du refus global. Et dans le fond, on va suivre le parcours de Anaïs qui va vouloir retracer justement le parcours de cette femme-là qui a toujours été absente de la vie de sa mère, de sa vie à elle aussi. Puis, elle va essayer d'en apprendre plus pour comprendre. Ce qui est particulier de ce roman-là, c'est que c'est un roman au-dessus. Donc, c'est assez rare, ce deuxième personne du singulier. Donc, elle s'adresse à sa grand-mère. Puis, au départ, c'est quand même assez troublant parce que c'est pas un roman d'accusation, mais presque. Mais plus ça va, puis plus dans le fond, on sent que sa perception change, pas dans le sens où ça diminue pas le manque qu'il y a eu de cette femme-là, mais ça lui permet de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est potentiellement passé, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle pense qu'il a pu se passer pour que une femme ait besoin à cette époque-là de tout laisser derrière, parce que c'est ce qui s'est passé, dans le fond. Donc, celui-là, je l'ai déjà lu. Comme vous voyez, ça reste marqué dans ma mémoire. J'ai lu à un bon moment, mais je vais l'avoir pour ma bibliothèque. Donc, La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette chez Marchand de Feuilles et leur super gris graphique que j'aime toujours, avec leur côté assez typique là, ici. C'est toujours des pages. J'aime beaucoup la composition en fait de l'intérieur. Donc, ceci. Et ensuite, un classique aussi que ça fait longtemps que ma mère me dit de lire et qui est un petit peu un ovni parce que ça a été écrit par un auteur qui est connu pour ses polars plutôt scandinaves, donc Henning Mankell, et c'est les fameuses chaussures italiennes. Et non, je ne l'ai jamais encore lu. Et vraiment, tout le monde, ben, pas juste ma mère, mais plein de monde m'ont toujours dit qu'il fallait que je le lise, puis je
Là, comme il était là, je me suis dit que j'allais le prendre, ça allait me permettre de l'avoir dans la Bibli à lire, puis d'essayer de me déterminer pour le faire. C'était pas 9-9, là, mais pour ce que je voulais en faire, je trouvais que c'était bien correct. Voici ce que dit la 4e de couverture. Frédéric Willin vit reclus sur une île de la Baltique. À 66 ans, sans femme ni amis, il a pour seule activité une baignade quotidienne dans un trou de glace. L'intrusion d'Harriet, l'amour de jeunesse abandonné 40 ans plus tôt, brise sa routine. Mourante, elle exige qu'il tienne une promesse, lui montrer un lac forestier. Frédéric ne le sait pas, mais sa vie vient de recommencer. Donc, je ne sais pas ce dont je me souvenais de Les chaussures italiennes, mais il me semblait que ce n'était pas exactement ça. Mais tant mieux, ça semble intéressant. Donc, voici pour deuxième petite acquisition. Ensuite, un livre que j'avais vu passer chez Du café et des livres, donc qui avait lu, si je me souviens bien, elle avait commencé cette série-là, puis dans le fond, elle avait lu ça, elle avait bien aimé. Ça me semblait un peu intense pour moi, mais j'avais vraiment le goût de démarrer encore une fois une autre peut-être série de romans policiers, mais qui est en dehors de ma zone de confort. Et ici, dans une citation à l'arrière du Figaro Magazine, on parle ici de l'autrice Dolores Redondo, et ça dit... Dolores Redondo serait-elle la cousine espagnole de Fred Vargas? Il n'en fallait pas plus pour moi. Alors, donc, c'est Le Gardien invisible qui semble être le premier tome de cette série-là. Donc, Le Gardien invisible de Dolores Redondo, ici chez Folio Policier. J'ai la 4e. Au Pays Basque, sur les berges du Bastan, le corps dénudé et meurtri d'une jeune fille est retrouvé. Les poils d'un animal éparpillés dessus. La légende raconte que dans la forêt vit le Bazajone, une étrange créature mi-ours, mi-homme. L'inspectrice Amaya Salazar, rompue aux techniques d'investigation les plus modernes, revient dans cette vallée dont elle est originaire pour mener à bien cette enquête qui mêle superstition ancestrale, meurtre en série et blessures d'enfance. C'est vrai que ça fait juste comment l'inspectrice est décrite, ça fait vraiment penser à Adamsberg qui retourne dans ces fameuses montagnes. Donc, voilà. Encore une fois, celui-ci avait un peu vécu, mais l'intérieur était super propre, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, potentiellement, prochaine découverte d'une nouvelle série de romans policiers. Ensuite, je suis allée dans comme des classiques que ça faisait longtemps. En fait, je n'avais même pas vu. Je me souviens pas d'avoir lu ça, mais ça m'intéressait en fait. Je l'ai vu passer, je me suis dit pourquoi pas. Donc, c'était Les mots de Jean-Paul Sartre. J'avais bien sûr lu Jean-Paul Sartre, philosophie, mais j'avais pas lu autre chose de lui. Et dans celui-ci, dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est un peu un essai, une prise de position concernant la lecture et l'écriture. Puis, il y a une grosse partie sur la lecture. Puis, à l'arrière, la 4e de couverture est un extrait. Je vais vous le lire parce que c'est ça qui m'a un peu donné envie de le lire. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Des fois, on s'était fait de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées. Droites ou penchées, serrées comme des briques sur le rayon de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhir, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Donc, oui, c'est Sartre, mais j'avais comme envie vraiment de découvrir ça. Donc, encore une fois, un petit poche qui a bien vécu, mais il peut encore avoir une bonne vie. Donc, celui-ci, qui va sans doute être longtemps dans ma pile à lire, mais c'est pas grave. Ensuite, je suis allée avec encore des classiques, mais que là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas mon édition préférée. Ça me ramène au temps où j'étais au cégep, parce que c'est des éditions pour, justement, le collège ou les universités, parce qu'il y a des petits dossiers à la fin informatifs et tout. Mais c'était le fameux double assassinat dans la rue Morgue de Pau, et suivi de ce qui semble être la suite Mystère de Marie Roget. Donc, il me semble bien que c'est un classique. Puis ça, il me semble que dans les Malocènes, Daniel Pénac, il me semble qu'il mentionnait. J'ai vraiment une obsession sur Daniel Pénac, là, vous savez. Mais il me semble que le personnage de Benjamin Malocène qui adore la lecture et tout ça, qui est sans doute un petit peu, semble être un peu l'alter ego de Daniel Pénac, parlait de le double assassinat de la rue Morgue. Dans la rue Morgue, pardon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je ne l'ai jamais lu. Je pense vraiment que c'est un classique. Alors, je vous lis la 4e. Dans Paris, un crime atroce défraye la chronique. Une mère et sa fille ont été sauvagement assassinées, leur corps mutilés. Pourtant, aucun mobile ne semble expliquer un tel déchaînement de violence. Plus inconcevable encore, la pièce dans laquelle s'est déroulé le meurtre était verrouillée de l'intérieur.
À travers son investigation, le chevalier Dupin fait triompher l'esprit rationnel en levant le voile sur un mystère en apparence insoluble. Donc, évidemment, ça me fait penser à Gaston Leroux et le mystère de la chambre jaune, je crois. Donc, voilà, ça, c'est pas parce que l'édition était super attirante, mais c'est juste que ça m'a tête de le découvrir. C'est ça, typiquement, celui-ci, à moins que, si jamais je vais un jour avoir une copie dans ma bibliothèque, ce sera peut-être pas celle-là que je vais garder, mais bon, ça va. Puis, il y a d'autres livres peut-être là-dedans que je vais faire circuler, mais c'est correct, je trouve quand même que c'est une bonne façon. C'est de la réutilisation de livres déjà imprimés, donc pourquoi pas. Et j'ai décidé de m'acheter, je sais même pas, j'ai d'avoir un flash, je l'ai peut-être en vieille édition chez moi. Je pense que c'est possible, mais c'est une édition ancienne que je pense que j'aurais peur de lire de toute façon. Donc, écoutez, il était là, il était pas cher, je me suis dit que j'allais le prendre. C'est Rue des Chambeaux de Gabriel Roy. Donc, de Gabriel Roy, j'ai seulement lu Bonheur de Cason, je sais. J'ai à la maison Ces enfants de ma vie qui semblent mettre l'accent sur ses années lorsqu'elle était enseignante au Manitoba, un peu comme une espèce de portrait de la profession par les yeux de son expérience à elle. Et je sais qu'il y a La détresse et l'enchantement qui est vraiment comme son autobiographie. Mais là, Rue des Chambeaux, de ce que je comprends, c'est écrit un roman, mais en fait, ça dit que c'est un colligé de 18 récits. Et je vais vous lire la quatrième. C'est plus une quatrième informative, mais ça va vous donner un peu une idée de ce que contient ça pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr. À travers les 18 récits que compose ce livre, Gabriel Roy a transformé les souvenirs de sa jeunesse manitobaine en un roman racontant l'apprentissage d'un écrivain. Christine découvre peu à peu la réalité, familière et pourtant inépuisable, de la petite rue de Saint-Boniface où elle est née et où l'humanité montre ses visages les plus variés. Mais surtout, ses propres rêves lui sont révélés, c'est-à-dire à la fois ce qui la rapproche des autres et l'en sépare, ce qui la fait les aimer profondément et l'oblige en même temps à les quitter pour toujours. Donc, ça a l'air super intéressant. Puis, c'est juste que dans le fond, c'est une édition super propre qui a dû être achetée lors d'une... en fait, qui a dû être demandée pour une lecture justement dans un cégep. Mais bon, justement, ça me permettait de pouvoir potentiellement le découvrir. Il n'était pas du tout à noter. Alors, voilà. Donc, c'est ce qui compose mon fameux ma virée librairie spontanée, encore une fois, qui est arrivée. Donc, ceci pour un coût fort dérisoire, mais qui est quand même un organisme intéressant. Puis comme vous pouvez voir, j'ai pas peur de nécessairement des tranches jaunies. Tant que l'intérieur est propre, il n'y a pas de souci. Alors voilà, c'était mon petit point acquisition spontanée. Je vais avoir à vous parler de 2 lectures que j'ai faites. Donc, j'ai en effet terminé mon fameux livre du club de lecture d'Alex Bouquin-Prada, Le restaurant de l'amour retrouvé, et j'en ai lu un autre. Ça a été des lectures super marquantes, mais là, je suis dans ma voiture, il n'y a pas de chauffage ou de ventilation parce que je ne voulais pas que ça fasse du bruit parasite, mais je commence à avoir vraiment chaud dans l'auto. Donc, je vais juste me rendre à la maison, puis je vous ferai la suite, en fait, du fameux petit point lecture de ces 2 lectures-là qui m'ont marqué, puis que j'ai terminé les 2, en fait, hier. Alors, allez, on se reparle. À chaque époque, une policière se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer dévastatrices. L'archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice et déterminées à arrêter un monstre. Et je crois d'ailleurs que Maline, c'est le nom de l'inspectrice qu'on suit dans le journal. Hey, comme promis, alors je suis de retour à la maison. Désolée pour la tête un peu ébouriffée. Il vente vraiment énormément dehors, donc une drôle de journée. Donc, je suis là pour vous faire le petit point lecture de 2 lectures que j'ai terminées hier. Alors, tout d'abord, j'ai terminé cette fois-ci en livre papier parce que je vous expliquerai pourquoi. Le fameux Restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Donc, c'est chez Piquet Poche. Et c'est le fameux livre dont je vous ai parlé au fur et à mesure des vlogs. Donc, c'est le livre que je devais lire pour le club de lecture de Alex Bouquin-Prada. Et c'était, ma foi, jusqu'à maintenant, je pense que c'est mon expérience la plus satisfaisante de littérature japonaise.
J'en ai lu plusieurs styles. Je n'avais pas encore trouvé mon style. Donc, c'est pas parce que la littérature japonaise est uniforme ou homogène. Absolument pas. Par contre, il y a quand même souvent des points un peu communs. Ça va être souvent un peu plus, en tout cas, ce que moi j'ai vu, plus dans le contemplatif. Quand on n'est pas dans le policier ou quelque chose comme ça, plus dans le contemplatif, un peu philosophique, initiatique. Puis là, on est un peu là-dedans aussi. Donc, c'est quand même un roman initiatique. Donc, essayez pas de chercher plus loin que ça. C'est un roman initiatique. Il faut aussi le prendre tel quel, puis il faut le prendre comme une porte d'entrée dans l'univers du Japon rural. Donc, où on va finalement suivre cette fameuse jeune femme-là qui va s'ouvrir son restaurant dans la remise qui est à l'arrière de la propriété de sa maman, avec qui elle s'entend pas trop bien, et elle va décider d'ouvrir un restaurant parce qu'elle avait un petit copain qui l'a laissé tomber sans avertir, sans crier gare du jour au lendemain. Donc, elle va se faire une spécialité, en fait, de trouver qu'est-ce que chaque personne a envie de manger. Elle va décider de faire un restaurant bien spécial où il y a juste une table qui est disponible par jour, puis où les gens doivent faire comme une espèce d'entrevue pré-réservation pour qu'elles puissent déterminer qu'est-ce qu'elle va leur cuisiner. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je retrouvais quand même le côté très ostensiblement initiatique, philosophique. C'est quand même un roman qui se veut, je sais pas, un peu comme un roman leçon de vie, mais pas nécessairement croissance personnelle, mais leçon de vie. Par contre, dans celui-là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il était peut-être pas aussi feel-good que prévu, dans le sens où les personnages qui sont impliqués vivent quand même des choses assez éprouvantes. Puis au fur et à mesure que le livre va se passer, on va en apprendre beaucoup plus sur le contexte de chacun des personnages. Donc, autant la personnage principale, la jeune femme, que sa maman avec qui elle s'est jamais bien entendue, le contexte de la naissance de la jeune femme, parce qu'elle a un nom qui évoque techniquement dans un certain sens, en fait, qui veut dire, selon la sonorité en japonais, fruit de l'adultère, donc vous voyez un petit peu comment. Donc, il y a aussi une quête d'identité là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la transmission, dans le fond, peut-être la transmission à la fois des valeurs, mais comme traumatismes de génération en génération. C'est vraiment beau, c'est doux. J'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que je l'ai écouté en livre audio. La narratrice est excellente. Je ne sais pas si si je serais parvenue à vraiment m'imprégner autant du livre si je l'avais seulement lu en papier. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose qui vaut la peine de tenter le coup en livre audio. Mais la plume est quand même assez simple. Une des caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chapitres. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres, mais il n'y a pas de nom de chapitre ou de page de chapitre. Donc, on passe d'un bribe à l'autre de narration qui est choisi, dans le fond, pour construire l'intrigue. Puis, il y a quand même une structure, une évolution assez, pas classique, mais on a vraiment comme la mise en contexte au début, le quotidien un peu du restaurant. Après ça, un événement assez choc, perturbateur. Et ensuite, le déclencheur du changement chez le personnage principal, le changement majeur, et une espèce de fin qui tend vers trouver une certaine paix avec soi-même. Je vais dire ça comme ça parce que je ne vais pas vous divulgacher, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent. C'est un livre qui aborde le deuil aussi, sous toutes ses formes, le deuil de l'amour perdu, le deuil de la vie, le deuil d'une relation potentielle avec un parent proche. Mais c'est aussi un livre qui fait découvrir que, c'est pas nouveau, là, mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Donc, entre autres, pour le personnage, la mère de la jeune femme, on pourrait penser que c'est un personnage un peu superficiel et tout, mais plus ça va, puis plus on va apprendre à la découvrir puis à la voir autrement. Et si seulement on souhaite on aurait donc souhaité qu'ils arrivent à se parler, ces deux-là. Ça aurait été tellement enrichissant, il me semble, pour les deux. Mais c'est un livre aussi de rendez-vous manqué. Mais c'est pas déprimant. Ça a l'air bizarre quand je dis ça de même, mais c'est pas déprimant du tout. C'est un livre de rendez-vous manqué. Puis aussi un livre qui se dit, il y a des rendez-vous qu'on manque, puis c'est correct. On peut aussi construire sa vie à partir du fait qu'on n'est pas nécessairement défini par ce rendez-vous manqué-là, mais on peut en tirer un peu quelque chose. Et je vais quand même le mentionner parce que j'avais vu quand même pas mal de commentaires par rapport à certaines scènes qui sont décrites, dont une très grande scène qui est assez forte, qui est dans la dernière partie, qui implique en fait la mort d'un animal. Donc peut-être que s'il y en a qui ont des sensibilités, j'aime mieux le dire. C'est très décrit, mais
c'est vraiment dans l'esprit, ben là, on est plus comme peut-être dans le Japon rural, mais ça me fait aussi beaucoup penser à lorsqu'on parle de la mort d'un animal euh, pour des fins ben, pas de survie, mais ouais, de la survie de l'humain, tout ça. Un peu comme dans les, peut-être, quand on est dans les Premières Nations, si justement ils vont faire la chasse, absolument quand ils vont faire la chasse, ça va être pour se nourrir, donc il n'y a absolument rien de cet animal-là qui va être perdu. Donc tout le monde va en bénéficier, tout le monde va pouvoir être nourri, donc c'est pour répondre à un besoin primaire. Donc je veux juste mentionner que moi, ça a beaucoup dérangé les gens, puis je peux le comprendre parce que la description est intense, mais en même temps, elle est intensément émotive. Donc, c'est pas comme si on banalisait la situation du tout. En même temps, il y a vraiment une dimension spirituelle dans cette espèce de passage-là qui est en lien avec le contexte au complet. Puis, moi, ça m'a plus permis de voir une autre façon de voir les choses, puis de vivre les choses. Ça, c'est lié en fait à... C'est lié plus à un processus de célébration d'événements heureux et malheureux en même temps. Et pour ça, dans le fond, les démarches sont faites dans un grand respect, même si ça peut avoir l'air bizarre. Donc, je tourne un peu autour du pot, parce que je ne vais pas vous en dire trop pour que vous perdiez l'intérêt si jamais vous lisez le livre. Mais oui, c'est sûr que ça peut peut-être choquer des gens, mais je pense que ça peut choquer seulement si on le prend hors contexte. Donc, je ne vois pas, pour moi, j'ai pas trouvé que c'était arrivé là comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas trouvé que c'était gratuit. J'ai pas trouvé que c'était fait de façon irrespectueuse ou de façon Ben, c'est sûr que c'est très décrit. On a l'impression qu'on est un peu des voyeurs, mais justement, c'est fait pour plonger le lecteur dans un état où on n'est pas nécessairement bien. Parce que le personnage principal n'est pas nécessairement bien, mais on comprend qu'est-ce qui se passe, on comprend pourquoi ça se passe, puis on est capable d'apprécier différemment, en fait, l'espèce de rituel qui est autour de ça. Donc, voilà, je tiens à le dire. J'espère que je vais pas recevoir plein de commentaires désagréables à ce sujet-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous heurte, c'est peut-être pas le bon roman pour vous. C'est pas quelque chose qui fait la totalité du roman, mais c'est sûr que c'est un roman qui tourne autour de la cuisine, autour de la nourriture, puis de la nourriture à partir de ce que la nature nous offre. Donc, ça se passe justement à la campagne, au Japon. Puis, il y a énormément, dans le fond, la jeune femme le restaurant va beaucoup aller se fournir dans les bois, donc pour les herbes, les champignons, mais aussi va essayer, c'est vraiment de l'achat local là, des agriculteurs, mais aussi des éleveurs locaux, où est-ce que c'est dans le fond que les choses sont bien faites et tout. Donc, il y a quand même ça, fait qu'il ne faut pas s'étonner, on est quand même dans un roman qui tourne autour de la cuisine. Puis on n'est pas dans un roman qui tourne autour de la cuisine végétarienne, donc c'est sûr que ça va impliquer ça, mais pour moi, ça fait partie d'un tout. J'ai vraiment trouvé que c'était intégré, que ça suivait un peu la ligne directrice un peu du roman. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'est bien glissé dans tout ça. J'ai juste pas écouté cette partie-là en livre audio, parce que même en lisant, je trouvais ça quand même remuant. Mais c'était remuant pour moi, avec mes repères à moi, puis pourtant, je suis évidemment pas pour la cruauté animale, mais je suis pas non plus végétarienne ou végane. Donc, j'avais peut-être pas des sensibilités super exacerbées, mais sachez que même si on les a pas, c'est quand même remuant. Mais je pense que ça a sa place dans le roman. Donc voilà, j'arrête de tourner autour du pot. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Puis j'avais justement la papeterie de Tsubaki à la maison. J'étais moins sûre que ça me tentait, la papeterie de Tsubaki, parce que c'est un peu le même principe, en fait. C'est toujours dans la papeterie de Tsubaki, si je me souviens bien, c'est qu'elle va écrire des lettres pour quelqu'un, puis il va falloir qu'elle trouve les bons mots peut-être que je suis dans le champ complètement. Mais c'est encore le principe de être au service des autres en essayant de bien percevoir leurs besoins et en offrant ce qu'on est capable de faire, une certaine expertise. Dans celui-ci, c'est la cuisine. Dans la papeterie de Tsubaki, il me semble que c'est la calligraphie, mais je ne suis pas assez certaine. Pour justement faire plaisir aux autres, leur offrir du bonheur un peu. Donc, je pense que la formule se répète peut-être que j'aurais pas dû lire lui en premier, mais ça me permet de me dire que peut-être que je pourrais quand même lire d'autres Ito Ogawa. Et jusqu'à maintenant, c'est rare que j'ai dit ça pour, dans le fond, un auteur ou une autrice de littérature japonaise. Donc, je suis assez contente. Puis, parce que je sais que ça sera peut-être jamais exactement mon type de littérature pour plein de raisons, comme je vous disais. L'approche qui est souvent un peu plus philosophique, initiatique, un petit peu de description à distance, pas froid, mais à distance, un peu plus archétypale, souvent morcelée.
mais qu'il faut vraiment comme le comprendre au second degré. C'est juste que c'est moins des choses qui vont m'interpeller potentiellement. Donc, voilà. Mais j'ai comme j'avais vraiment envie de me sortir de ma zone de fixité dans mes repères connus. Donc, voilà. Donc, bonne lecture. Excellente lecture de lecture jusqu'à maintenant, 2 en 2. Je trouve que autant j'ai eu quand même un coup de cœur pour la première lecture qu'on a faite, qui était le Elisabeth von Arbogg, une espèce de science-fiction fantasy québécois. Mais celui-ci, c'était vraiment différent, puis en même temps, ça m'a vraiment plu. Donc, je vous suggère. Je ne sais pas s'il faut commencer par celui-là pour les Ito Ogawa. Si jamais vous avez déjà lu ou vous êtes un fan de Ito Ogawa, puis vous voulez vous manifester en commentaire pour dire aux gens par lesquels vous pensez qu'on devrait commencer, gênez-vous surtout pas. Sinon, j'ai également lu un livre numérique hier. J'étais censée aller le chercher à la bibliothèque. Je l'avais reçu en réservation, puis finalement, j'avais comme un petit peu une petite paresse latente, puis je me suis dit, ah non, je vais le laisser à quelqu'un d'autre, vu qu'il y avait d'autres monde qui l'attendaient, je vais le laisser. Donc, j'ai annulé ma réservation, mais je l'ai pris en numérique par curiosité. Et je me suis laissée happer complètement par cette lecture-là. Et j'en suis sortie pas tout à fait indemne. Alors, je vais vous mettre la couverture parce qu'évidemment, je ne l'avais pas, je l'ai lu en numérique. Donc, c'est le livre Capharnaüm de Penelope Bourque. C'est chez Fides. Donc, c'est tout juste paru, je crois. Bah, ouais, 12 février. Donc, je vais vous lire la quatrième. Je ne sais pas si ça divulgage. Non, ça va. Donc, je vais vous lire la quatrième qui est proposée, puis on va en parler. Anne a un secret, gros comme une maison vivante et épeurante. Chez elle, ça grince, ça craque, ça tremble. Et surtout, ça dévore tout. Le moindre jouet, crayon ou bout de tissu. Comme elle est la seule à pouvoir calmer l'appétit de sa maison, chaque jour, Anne part à la recherche d'objets en tout genre et parcourt les rues du quartier pour ramener de quoi la nourrir. Tout change lorsqu'une nuit, sa nouvelle voisine, Marguerite, lui confie quelque chose d'un peu encombrant. Donc, a priori, c'est conseillé aux 10-14 ans. A priori, ça semble être encore un roman jeunesse. Ça annonce, disons, un roman peut-être pas d'épouvante, mais un peu un thriller qui est dans une réalité qui a peut-être des traits, des conventions qu'il faut accepter, donc peut-être des petits traits un peu fantastiques ou un peu de réalisme magique. On semble être là-dedans. Et on est un peu là-dedans. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre-là, la plume de cette autrice-là, malgré quelques maladresses que j'ai trouvées, mais les personnages sont développés vraiment de façon super intéressante. La prémisse est vraiment intéressante. Puis c'est surtout le second degré que moi j'ai perçu, mais que je suis pas sûre que c'est tout le monde qui perçoit. Peut-être que c'est moi qui pousse trop loin, que j'ai trouvé très troublant. Donc, en gros, on va retrouver justement Anne qui vit dans cette maison-là, cette maison qui dévore tout, on va la suivre dans sa mise en contexte, comme on va comprendre un peu que sa mère est là, mais elle n'est pas très présente. Il n'y a pas l'air d'avoir de papa dans le décor. La mère travaille à la maison en faisant de la couture. Puis, sa fille ne la voit pas très souvent, mais sa mère lui met à chaque soir un nouvel habit, dans le fond, sur le crochet à l'extérieur de sa porte de chambre. Donc, c'est un peu comme ça que la relation se développe. Anne est un peu dans sa bulle en même temps, elle est super comme prise par cette espèce d'esclavage, entre guillemets, là, qui la lie à cette maison-là, qui veut absolument, qui se met à trembler, qui se met à être en colère à la maison pour avoir des objets. Puis ça peut jamais être des objets que la maison a déjà vus. Elle ne peut pas récupérer un objet qui est dans la maison, que la maison a déjà vu. Il faut toujours que ce soit des nouveaux objets. Donc, Anne a comme un peu lourd à porter sur ses épaules. Puis on dirait qu'elle n'a pas vraiment de support de sa mère. Sa mère est comme un peu effacée, elle n'est pas vraiment là. Elle n'est pas contre elle, mais elle est comme juste pas là. Donc, on la suit là-dedans. Puis on suit l'arrivée, bien sûr, de sa nouvelle voisine, Marguerite, qui est une voisine particulière et avec qui elle va se lier d'amitié super rapidement. Ça fait partie des bémols dont je vous parlais vers la fin. Et qui va bien vite lui confier qu'elle a un gros problème. Et ce gros problème-là, c'est, je vais pas vous dire tout, mais c'est un animal qu'elle a trouvé qui est blessé et qu'elle va vouloir rapporter à la maison, mais que ses parents ne veulent pas. Puis elle a comme un peu senti que potentiellement Anne avait peut-être pourrait peut-être être une solution parce que sa maison est un peu singulière, puis elle sent que Anne est un peu singulière aussi pour accueillir cet animal-là. Donc, Anne va pour la première fois, on semble comprendre, accueillir à la fois une amie, donc c'est super important pour elle, puis en même temps comme un animal chez elle qui est comme un animal dont il faut qu'elle prenne soin.
Elle est habituée à plus comme répondre aux impératifs de la maison ogre, mais la maison ogresse, disons. Mais pas nécessairement de prendre soin. Ça ne semble pas être quelqu'un non plus dont on prend soin, donc c'est particulier. Donc, tout va commencer à débouler autrement à partir du moment où la fameuse nouvelle voisine va arriver, où est-ce qu'ils vont lier un lien d'amitié, puis de solidarité et d'empathie qui est comme un peu inconditionnel, malgré le fait que Anne ne sait pas trop comment gérer ça. On dirait qu'elle n'a comme pas appris l'empathie parce qu'on dirait qu'elle n'en a jamais vraiment reçu non plus. Et la réalité de sa maison ogresse qui prend de plus en plus de place dans sa vie, qui l'empêche comme un peu de s'épanouir. Et on va bientôt apprendre aussi que Marguerite a également des problématiques qui sont plus liées à l'anxiété, puis qu'elle se trouve des trucs, sa grand-mère donne des trucs pour essayer de rester en contact avec la réalité. Donc, ces deux personnes-là, Marguerite qui a une famille totalement fonctionnelle, totalement lumineuse, mais qui elle-même a des défis, dans le fond, à relever, et Anne qui semble avoir des défis externes à elle, mais qui lui pèsent complètement, puis qui l'écrase à terre, puis qui est très seule à la maison. Donc, je pense que je vais pouvoir vous en dire plus parce que ça va divulgacher. Puis, c'est vraiment un livre pour lequel il faut se faire une tête par soi-même. C'est un livre qui est super grinçant, super... on est pris, on embarque tout de suite dans l'action, on embarque tout de suite dans les premières missions, entre guillemets, pas les premières, mais dans le quotidien des missions de quête d'objets que Anne doit faire pour nourrir la maison ogresse. C'est comme ça qu'on apprend à découvrir dans le fond les personnages. Donc, c'est vraiment un livre qui n'est pas dans la description, mais un livre qui est dans l'action. Un livre qui est assez soutenu, qui n'est pas non plus un film d'action, mais qui est assez soutenu, puis qui est assez, mais qui laisse beaucoup de place aux émotions, donc à l'introspection, puis comment on sent, on s'identifie rapidement à ce que la jeune Anne va subir. Bien, subir, oui, elle subit son quotidien dans le fond à cette maison-là. On est aussi intrigué qu'elle par qu'est-ce qui se passe avec cette mère-là qui est comme pas là, mais qui est là, mais qui semble avoir Anne dans son cœur, mais c'est pas clair. Puis cette espèce de nouvelle arrivée-là de Marguerite qui était un peu comme un Deus Ex Machina parce qu'elle arrive alors que elle est much needed, comme on dit, c'est vraiment nécessaire qu'elle arrive, mais qu'elle aussi c'est part d'ombre. Donc, j'ai beaucoup aimé dans le fond le développement des personnages, la prémisse, comme je vous disais. J'ai beaucoup aimé le climat qui est créé par le rythme de l'intrigue, par les différentes péripéties qui vont nous faire comme nous pointer dans des directions, puis on n'est jamais trop sûr si on est dans la bonne direction. Comme je vous dis, la grosse place aux émotions des personnages qui sont là. J'ai beaucoup aimé ça. Et c'est une fin qui peut être une fin qui semble bouclée. Si on prend l'histoire au premier degré, donc l'histoire on accepte que c'est une convention où, en effet, la maison d'Anne est une maison ogresse, désire avoir des objets. Dans sa maison, c'est plein d'objets comme semi-mangés, semi-digérés. Sa mère, elle semble un peu comme enfermée à un moment donné dans une pièce et tout. Si on prend ça d'un point de vue plus fantastique, disons, c'est une fin bouclée. Si on prend ça du point de vue réalisme magique, puis second degré, ça m'a beaucoup évoqué quand même des pistes de, disons, milieu familial toxique, on va dire ça comme ça. Donc, je ne sais pas si je suis la seule à percevoir ça, mais je pense que non quand même. Mais c'est très léger. C'est pas soutenu. Je pense pas que c'est... Moi, je l'ai perçu comme une grosse allégorie. Une allégorie sombre, une allégorie remuante. Ça m'a fait penser un peu à... D'ailleurs, oui, ça m'a fait un peu penser à Bertrand Santini, si jamais vous avez jamais lu ça. Ben, c'est pas pareil, là, mais c'est pour vous donner un peu une idée de c'est quoi un peu son genre d'écriture, peut-être dans le Yark, même dans... C'est-tu l'Étrange Réveillon? Je sais pas, c'est lui qui a fait l'Étrange Réveillon. Sinon, ça pourrait être un peu comme du Neil Gaiman. Ça pourrait faire penser un peu à Coraline, entre guillemets. Donc, on n'est jamais trop sûr si on est sur quelque chose de... On est sur quelque chose de réel. En même temps, il y a une dimension qui est comme inexplicable. Mais en même temps, ça fait tellement, quand on termine ça, ça évoque tellement l'ouverture à un second degré, puis l'ouverture au fait que c'est potentiellement... On est quand même du point de vue de la jeune fille Anne qui a 11 ans, qui nous parle d'une réalité qu'elle n'arrive pas à mettre en mots. Donc, on se dit, est-ce que cette réalité-là, en fait, est beaucoup plus concrète que ce qu'on pourrait le comprendre, mais qu'elle n'a juste pas les mots pour la décrire, tout simplement? Peut-être. Donc,
ça a vraiment été prenant. Je l'ai lu d'une traite sans vraiment être capable de lever les yeux. Comme je dis, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que je le recommanderais. Peut-être pas à tout vent dans ce cas-ci. Il y a quand même une dimension. C'est super sombre, comme je vous dis. Ça peut aller chercher des choses peut-être pour des gens qui vivent des situations familiales qui ne sont pas nécessairement évidentes. Peut-être que ça va être quelque chose qui va permettre de s'identifier un peu plus, mais peut-être que ça peut quand même amener, faire ressortir certaines émotions. Mais comme je vous dis, c'est pas volontairement un texte. La quatrième en parle pas, puis c'est pas un livre qui se veut ça. C'est juste que c'est dur de pas faire de lien, je trouve, quand même. Mais bon, on va voir. Puis, par contre, les deux bémols, petits bémols que j'ai, c'est que je sais pas trop à qui ça s'adresse. Ça dit 10-14, j'aurais tendance à dire que c'est plus du début d'adolescence, en effet, peut-être plus 13-14, parce que c'est quand même très sombre. Mais les personnages ont 11 ans. Puis ça m'a un peu dérangée parce que autant ils agissent avec un peu peut-être candeur, puis le côté un peu amitié instantanée, autant ce dans quoi ils sont plongés, c'est comme plus grand qu'elle un peu. Ça se passe vraiment comme au début, entre l'été, entre le primaire et le secondaire, dans le fond. Puis j'ai trouvé que c'était peut-être plus quelque chose qu'on aurait pu voir en secondaire 1. Mais en même temps, non, parce que c'est comme s'il n'arrivait pas nécessairement à mettre les mots totalement sur qu'est-ce qui se passe, en tout cas pas le personnage de Anne. Donc peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi ces personnages-là avaient 11 ans. Mais bref, j'ai eu un malaise par rapport à est-ce que l'âge des personnages était comme tout à fait correct. Puis, et également, j'ai trouvé quand même que la relation qui se crée entre Marguerite et Anne, elle se crée très rapidement. Le lien d'amitié, le lien de connivence, d'empathie inconditionnelle, ça se fait comme en claquant des doigts. En même temps, c'est drôle que je dise ça parce qu'en même temps, je suis capable de gérer tout à fait que, par exemple, dans Anne la maison Pignon Vert, d'ailleurs, je viens de réaliser qu'ils ont un prénom en commun, les deux, que dans Anne la maison Pignon Vert, dans le fond, Anne va devenir amie pour toujours avec Diana Barry en genre une rencontre. Donc, ça va, c'est les conventions. Mais c'est juste que avec ce qu'ils vivent puis ce qu'elles partagent comme, entre guillemets, secret personnel et réalité personnelle, ça semble aller vite, mais c'est sûr que ça se passe tout dans un seul tome, donc j'imagine que c'était comme un peu nécessaire. Mais à mes yeux d'adulte, ça semblait aller vite. Mais peut-être que si j'avais 12, 13, 14 ans, non, parce qu'on est vraiment dans l'intensité, en fait, de la fin de l'enfance puis du début de l'adolescence. Puis dans des contextes qui font en sorte que c'est tellement déroutant, c'est tellement, il y a tellement de grosses tensions, on se sent tellement quand même à la limite pas en sécurité dans un tel contexte que j'imagine que les liens de solidarité nécessairement vont soit, ça passe ou ça casse, donc ça se crée vite parce qu'il faut, il y a comme un impératif. Donc, c'est des bémols que j'ai eus, mais peut-être qu'après réflexion, dans le fond, j'aurais pas nécessairement encore ces bémols-là. Mais bref, une superbe découverte. Genre, manquez pas ça, ça vaut le coup. C'est en jeunesse, mais je ne sais pas pourquoi on se priverait de lire ce livre-là, peu importe l'âge qu'on a. Mais comme je vous dis, par contre, si vous le faites lire à des jeunes, je serais super intéressée d'ailleurs si certains d'entre vous qui ont des jeunes qui l'ont lu, à quel âge, comment ils l'ont... Ben, à quel âge? Ça ne veut pas dire grand-chose, l'âge chronologique, mais en tout cas, mettons l'âge, puis leur niveau de maturité. Peut-être que c'est des gens qui sont déjà habitués à lire des trucs vraiment tordus, puis que c'était correct aussi. Mais comment ils ont perçu ça? Est-ce qu'ils l'ont pris plus comme une histoire réaliste avec des éléments de fantastique ou de réalisme magique, ou est-ce qu'ils l'ont pris, qu'ils ont comme un saut aussi un petit peu perçu des choses à travers, entre les lignes, qui aurait pu être quelque chose de plus terrible, concrètement terrible que qu'est-ce qui est décrit vraiment. Je serais super intéressée. Mais pour vrai, ça vaut vraiment le coup, puis je pense que ça a sa place dans toutes sortes de situations, ce roman-là, puis je suis super contente de l'avoir découvert. Je l'avais vu passer, la couverture m'avait vraiment attirée, puisque je suis un peu comme ça, mais bon, la couverture m'avait vraiment attirée. Gros travail pour la couverture, parce que moi, ça m'avait vraiment accroché. Puis la quatrième également, parce que je m'attendais, moi, à du réalisme magique, donc j'étais comme, ah, c'est bon, ça va le faire. Mais finalement, ça m'a attiré dans quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus trouble. Mais dans le fond, maintenant que je le perçois, puis je le compare plus à, par exemple, comme je vous disais, Neil Gaiman ou Bertrand Santini, c'est peut-être pas si grave que ça, peut-être pas si dark, mais en même temps, oui, quand même. Donc, voilà. Mais dites-moi en plus si jamais vous l'avez lu, ça ferait plaisir d'en apprendre, de découvrir les perceptions de chaque personne par rapport à cette espèce de, ben là, je vais dire encore le mot qu'on dit tout le temps, hein,
en librairie puis en bibliothèque, mais une espèce d'ovni littéraire-là. Donc, cette espèce de roman-là, un peu inclassable, puis qui peut, je crois, être reçu de tellement de façons. Donc, dites-moi plus, dites-moi plus. Alors, sur ces bonnes paroles et avec, vous êtes chanceux, vous avez le derrière de mon chat, ici, comme ça, dans le cadre. C'est super. Avec mon chat qui est un peu caméra shy, qui ne veut pas qu'on la voit, ben je vous dis qu'on conclut ce petit segment-là ici, puis on se reprend quand c'est possible. Et alors, une petite chronique sur la route aujourd'hui, parce que je viens de terminer le frappe à bord de Mireille Gagné, et oh my God! Je suis complètement sous le choc. Je ne m'attendais pas à moins de cette autrice-là. Elle nous amène complètement ailleurs quand même que le lièvre d'Amérique, mais c'est encore plus troublant, encore plus grinçant. Juste pour un avertissement, c'est peut-être pas un roman qui est fait pour les gens qui ont de l'éco-anxiété, qui sont fragiles aux théories du complot et qui sont hypochondriaques. Donc, j'aime mieux vous le dire parce que ça fait résonner en nous, même si on n'est pas nécessairement propice à ces failles-là, ça fait vraiment ébranler pas mal l'édifice de nos certitudes. Donc, comme c'est mentionné dans la 4e de couverture, on va suivre dans le fond 2 temporalités officielles. Donc, la temporalité qui se passe en 1942 sur Grosse-Île, alors qu'un certain Thomas, qui est un entomologiste, va être réquisitionné par l'armée pour un projet secret pour lequel il n'est pas au courant, il n'a pas le choix d'y aller, c'est comme il y va puis c'est tout. Puis il va se ramasser dans le fond éventuellement sur Grosse-Île, il va se rendre compte qu'il est avec plusieurs scientifiques. Ils ont ordre de ne pas se parler, de ne pas poser de questions et ils vont se mettre à travailler sur des projets potentiellement d'armes bactériologiques. Je vous rappelle qu'on est dans la Seconde Guerre mondiale et ça va se passer dans le grand secret sur Grosse-Île, mais entre autres, Thomas va travailler sur lui un projet de dissémination de virus par le biais d'insectes, entre autres des frappes à bord, donc les grosses mouches à chevreuil qui ont différents noms. Donc ça, c'est une temporalité qu'on va suivre pendant un bon moment sous forme d'un journal avec des entrées de date en date. Ça va durer à peu près presque 3/4 d'année environ avec des entrées régulières. On va également suivre Théodore, qui lui semble être à notre époque. C'est un jeune homme qui est un peu, je pense, en perte de repère, qui travaille dans une usine, dans un travail qui n'est pas très valorisant, qui a pas, je sais pas, il est comme un peu enfermé dans cette espèce de cercle vicieux-là. Il a été obligé de placer son grand-père, qui est Éméril, qui était celui qui l'a élevé puisque ses parents sont morts dans un accident. Et son grand-père a comme un peu sombré dans la démence, puis il a été obligé de le placer. Puis on sent que ça le travaille quand même un peu. C'est un jeune homme qui est très, très refermé sur lui-même. Et on va le retrouver alors que sévit une canicule mémorable qui n'a jamais vraiment été vue jusqu'à maintenant. Et ainsi qu'une espèce d'épidémie de cas de violence inexpliquée, d'espèces de rage subite. Et ainsi qu'une grosse invasion de mouches à chevreuil. Et en même temps, on va avoir des chapitres qui sont narrés par ce qu'on comprend être un frappe à bord. Donc, une frappe à bord et qui va nous amener dans une drôle de perspective qui est la perspective de l'insecte piqueur. L'insecte piqueur, les mouches à chevreuil, si vous ne le savez pas, c'est des mouches qui partent avec un bout de peau. Elle va nous amener vraiment de l'autre côté du miroir. C'est assez singulier. Ça avait été le cas de... C'est une structure qui me rappelle un peu le lièvre d'Amérique parce que c'est un peu le même principe. 2 temporalités plus le point de vue d'un animal. Là, c'est le point de vue d'un insecte. Et elle va nous amener dans des recoins assez sombres. On va la voir, dans le fond, elle nous amène dans le côté un peu sadique, mais aussi dans le côté transmission des traumas de génération en génération. Mais oui, d'un insecte, mais même d'avant l'arrivée de l'humain. C'est elle qui amène la dimension... éco-anxiété, disons, écologique, et voilà. Et dans le fond, sinon, évidemment, qu'on va finir par tranquillement voir les ponts qui vont se faire potentiellement entre le journal du certain scientifique Thomas dans 1942 sur Grosse-Île et Théodore et son grand-père Éméril qui sont en temps réel. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça m'a remué. J'ai été obligée de le lire en petites tranches, même si c'est pas très long. Mais j'ai pas été capable de le lire d'un coup parce que c'était tellement intense. Puis c'était tellement confrontant.
que moi-même, j'ai un peu des propensions à, disons, j'aime pas trop les bibittes, que j'ai les bouts avec le frère Faber qui nous parlait, puis en plus, il y avait comme cette espèce d'idée de grandeur, puis en tout cas, ça m'a un petit peu traumatisée, mais c'est aussi tout ce que ça amenait comme réflexion. Donc, on est vraiment dans, évidemment, le rôle de l'humain dans l'état de la Terre actuellement, à travers les siècles et actuellement. Le côté improbable de ce qui peut potentiellement arriver dans les prochaines années, mais aussi le côté de l'humain qui s'auto-détruit et qui a décidé de jouer avec le feu pas mal. Donc là, on fait vraiment référence à la partie sur le travail des armes bactériologiques sur Grossil. En passant, c'est un roman, bien sûr, mais c'est basé de ce que l'autrice dit à la fin sur des faits réels. Donc, il y a vraiment eu un travail d'études d'armes bactériologiques sur Grossil, de ce que j'ai conçu, je me souviens bien, entre 1942 et 1954. Ça ne s'est pas nécessairement déroulé comme dans le roman, mais c'était quelque chose qui était vraiment existant. Donc, c'est vraiment fascinant. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire à part quel coup de poing, un excellent roman. Définitivement, il ne faut pas hésiter à s'y plonger, mais il faut bien aller quand on le lit. C'est pas super encourageant, je vous dirais, pour la suite des choses. Ça ébranle vraiment, comme je vous dis, le côté, si vous pensez aux petits oiseaux cuit que tout va bien aller et que l'humain va toujours s'en sortir, c'est peut-être pas le roman pour ça, mais justement, j'ai trouvé que la structure était peut-être pas originale, mais en même temps, l'angle dans le sens où c'est double temporalité, on est quand même habitué, mais là, en fait, c'est double temporalité plus perspective animalière ou d'insectes. Et ça, c'est tellement original, puis c'est la deuxième fois qu'elle le fait Mireille Gagné, mais je trouve que ça fait tellement de grosses différences parce que ça amène une autre approche, justement, un regard tellement différent sur la situation. Ça remet tous nos repères en question nécessairement parce que, bien entendu, qu'on est dans la peau, dans les yeux, dans les valeurs, les perspectives, les buts, les objectifs d'un insecte. Et là, dans ce cas d'un insecte qui semble avoir transporté en elle, d'un insecte qui semble transporter en elle toute cette frustration de la faune et de la flore qui subit l'humain depuis des années. Donc, j'essaie de ne pas trop vous en dire d'autres, mais vraiment une excellente lecture, puis je la conseille tellement vivement. Je pense qu'il ne faut absolument pas bouder son plaisir, mais comme je vous dis, c'est peut-être pas le livre doudou par excellence, mais je suis super contente de l'avoir lu. Là, par contre, je vais me plonger dans un petit quelque chose d'un petit peu plus ronronnant pour être sûre de pouvoir me sortir un peu les idées d'apocalypse de la tête. Mais je vous reparle de ce que je lis éventuellement là, d'ici la fin du vlog. Allez, à bientôt! Et je vous reprends rapido en fin de journée parce que, comme vous avez pu voir, ça fait une drôle de journée. C'est une journée comme un peu du temps des fêtes. On a eu un petit peu de neige en plein milieu de la journée. Puis plein de gens ont été vraiment fâchés, mais moi, j'aime vraiment ça, la neige. Puis de toute façon, elle n'est pas restée, là. Fait que j'étais vraiment heureuse. Voilà. Ça n'en prend pas beaucoup pour que ma journée soit vraiment joyeuse. Qu'elle prenne un tour joyeux. Je voulais vous parler d'une lecture que j'ai faite hier que j'ai beaucoup appréciée, que je ne sais pas vraiment quoi en dire, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, c'est le fameux Tsunake, qui est publié aux éditions Nord-Sud, et c'est de Mérit Marty et Xavier Salomo. Donc, traduit de l'espagnol, je crois, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. J'ai pas les crédits. Adaptation française par Xavier Deutsch. Oui, espagnol en premier. Donc, Tsunake. Je vous lis la 4e rapidement pour vous donner un petit contexte. La mer n'est plus qu'une immense étendue de déchets. Au milieu de cette décharge, Sunan et Kei vivent sur une petite île de plastique. Pour survivre, elles pêchent des objets qu'elles revendent ensuite. Un jour, Kei récupère un poisson, dernier vestige d'un monde qui semble révolu, sans savoir qu'une force incontrôlable vient de se mettre en branle. Alors, ça m'avait vraiment gros attiré. C'est classé dans les albums jeunesse, mais je pense que c'est peut-être ça un peu qui m'a troublée, c'est que je pense que c'est vraiment un album pour les grands, donc potentiellement
fin troisième cycle du primaire peut-être, puis même peut-être secondaire, dépendant de comment c'est amené. Donc, on va vraiment retrouver ces deux survivantes-là, deux sœurs. Comme vous pouvez le voir dans la quatrième, ça raconte vraiment en gros pas mal qu'est-ce qui se déroule dans l'ensemble de l'album. Donc, on va les voir survivre à vivre dans un monde qui est décharné, sans vraiment être seules au monde, sauf le moment où elles font des échanges, en fait, selon ce qu'elles ont trouvé dans les gros tas de déchets, dans le fond, sous l'eau, grâce à Kay. Et dans le fond, le point de bascule va être lorsque finalement Kay va, sans écouter sa sœur, échanger un des objets qu'elles ont trouvé qui a le plus de valeur contre un poisson vivant qui semble être quelque chose qui n'existe plus dans ces eaux-là. C'est des eaux troubles. Il n'y a vraiment plus d'êtres vivants qui vivent. Puis elle est vraiment fascinée par ça, donc elle va l'échanger. Sa sœur est vraiment fâchée. Et puis la personne, l'espèce de... Ceux, en fait, à qui il échange des objets contre de l'argent ou en tout cas peut-être des denrées pour survivre. Il dit, tu sais, ça va survivre, mais il va falloir que tu changes l'eau souvent parce que sinon il ne va pas survivre. Puis elle s'en occupe, mais à un moment donné, il faut qu'elle aille quand même repêcher de nouveau des nouveaux objets. Puis elle demande à sa sœur de s'en occuper, puis sa sœur était vraiment comme, elle essaie de faire ce qu'elle peut, elle faisait le ménage et tout, puis elle n'a pas changé l'eau. Puis finalement, le poisson va mourir. Donc je vous donne l'information parce que, bon, de toute façon, ils disent tellement de choses dans, dans la quatrième. Et à ce moment-là, c'est là que Kay, évidemment, est complètement dévastée parce que c'est comme si c'était, pour elle, ça semble être quelque chose de fascinant, puis aussi un peu comme une genre de lueur d'espoir ou une espèce de souvenir qu'il y a déjà eu un monde vivant avant et tout. Et puis là, elle prend vraiment mal, puis c'est là qu'elle va finir par aller à la rencontre de quelque chose qui n'était pas prévu sous l'eau et que ça va générer justement... ça va mettre en branle, comme c'est indiqué à l'arrière, un grand mouvement qui va complètement changer la face du monde et le déroulement des choses, dans le fond, qui va comme un peu rétablir le balancier, entre guillemets, de la catastrophe climatique qui semble être là. Malheureusement, il va y avoir, c'est comme tout changement, ça ne va pas être sans impact, donc sur les gens et sur particulièrement Kay. Donc, je ne vous dirai pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé, en fait, de cette histoire-là, j'ai aimé la prémisse, j'ai aimé la réflexion. Je pense que ce qui m'a manqué, c'est un peu de détails, c'est-à-dire que on a la quatrième de couverture, puis il se passe en fait exactement ça. Puis en regardant les images, c'est super comme évocateur et tout. Mais c'est comme s'il n'y avait pas comme de deuxième piste. Puis quand ça s'est terminé, j'aurais aimé ça peut-être que ça se poursuive un peu pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe une fois que justement les forces ont semblé changer de sens. Puis je pense que c'est ça. C'était vraiment le côté, on est comme dans le post-apocalyptique. On n'est pas sûr, on ne sait pas trop où c'est. On peut imaginer que c'est potentiellement quelque chose comme peut-être dans les mers proches de l'Asie du Sud, potentiellement. Puis c'est super intéressant, justement, qu'il n'ait pas nommé l'endroit. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup l'idée que, dans le fond, on revient encore aux anciennes façons de faire à l'époque, donc qui est comme un peu le truc pour survivre, et que c'est en fait une espèce de vie restante, donc le poisson, qui va détenir en fait la clé de l'espèce de reset qui s'est faite sur la Terre. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est juste que j'ai trouvé ça comme il y a des parts sombres, il y a des parts de réflexion super importantes, mais c'est comme si on est resté relativement en surface, puis j'aurais aimé ça qu'il se passe un peu plus qu'on passe un peu plus de temps là-dessus. Mais ne serait-ce que pour les visuels, je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Par exemple, on a une évocation de, en fait, la peine qu'il va avoir quand elle est en train de... lorsqu'elle réalise que, dans le fond, son poisson, il va falloir qu'il retourne mais qu'elle ne pourra pas le garder une fois qu'il est décédé et tout. Mais dans le fond, il y a une espèce de... C'est un phénomène qu'on ne sait pas si c'est un phénomène magique ou qui fait partie du revirement, mais moi, je l'ai pris plus comme une analogie de comment elle se sentait. Donc, voyez-vous l'espèce de bulle. Les compositions graphiques sont super intéressantes. Puis j'ai beaucoup aimé aussi, ça, j'ai aimé ça. Quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment trippé. Ça, c'est quand c'est l'intérieur de leur maison qui sont faites, Sunan et Kay, sur l'île qui s'appelle d'ailleurs Sunake, parce que c'est leurs deux noms contractés, donc c'est comme ça que l'île a été nommée. Donc ça, c'est l'intérieur de leur maison de fortune. Et voyez-vous ici, c'est comment c'est en détail avec le poisson qui est là, qui est vraiment qui représente la lueur d'espoir. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc je pense que ce qui m'a le plus séduit, c'est quasiment l'histoire sans texte. Et puis,
les illustrations, ce que les illustrations ont proposé comme narration. Mais après ça, on dirait que le texte, pour moi, je sais pas si c'est parce qu'il était redondant ou il n'a pas été suffisant, mais c'est ça mon petit bémol que j'ai eu. Fait que je pense que c'est un album définitivement à découvrir et qui est potentiellement une excellente base, dans le fond, pour lancer la discussion sur comment on a perçu cette histoire-là. C'est sûr que c'est troublant de probabilité, n'est-ce pas? On est dans un apocalypse, mais qui est vraiment pas impossible. Donc, ça m'a gros remué. C'est pas un coup de cœur ou une note parfaite, mais c'est quelque chose que je trouve super intéressant comme proposition. Donc, définitivement, si ça vous dit, Tsunake, donc de chez Nord-Sud, je vais relire encore les noms, Mérixel Marty et Xavier Salomo. Donc, voilà. Et ce sera ma dernière lecture de ce vlog-ci. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. J'espère que ça vous a permis de découvrir quelques lectures potentielles, que vous en avez fait aussi des super belles. Puis, ben, nous autres, de toute façon, on va se revoir dès le prochain vlog. Puis, ben, nous, on se dit à la prochaine, donc.